70% des personnes qui reçoivent un gain financier soudain, y compris les gagnants à la loterie, perdent cet argent en quelques années. 70%, c'est plus grave que ça. Ça veut dire que ça peut ne pas être les 2, 3, 4, 5 premières années, mais 70%, tôt ou tard, perdent tout ce qu'elles ont gagné, ces personnes-là. Donc, ça veut dire qu'on pense faire du bien à nos finances, mais malheureusement, on fait plutôt du mal. Et chez beaucoup de personnes, on a vu la baisse de leur niveau de bonheur et la santé mentale après avoir remporté un jackpot. Bienvenue à l'épisode 29 de notre émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes très heureux d'aborder un thème qui est dans l'actualité courante, n'est-ce pas? D'une certaine façon. Elle est présente, cette activité-là, et nous avons l'occasion de voir de quoi il s'agit. Alors, le thème d'aujourd'hui sera les dangers de la loterie et des jeux du hasard. Alors, est-il vraiment sage de compter sur la chance pour assurer notre avenir financier? C'est la grande question avec laquelle j'aimerais commencer ce matin. Et nous aimerons, au cours de cet épisode, plonger au cœur de cette question dans un contexte où les jeux du hasard connaissent une popularité croissante, non seulement en Afrique, mais également dans le monde. Ce qui nous intéresse davantage, c'est de voir l'impact de ces jeux-là par rapport à notre environnement africain. Je vais vous demander, vous qui me regardez en ce moment, combien de personnes autour de vous, des personnes aisées autour de vous, avez-vous vu, et quand vous les avez approchés, ils vous ont dit qu'ils doivent leur fortune au jeu du hasard? Est-ce que vous regardez autour de vous, que ce soit les milieux dans lesquels vous avez grandi ou les milieux dans lesquels vous êtes installés actuellement? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous disent actuellement je suis aisé, je suis riche, je vis ma famille à l'aise? C'est grâce à la loterie, c'est grâce au jeu du hasard pour l'essentiel. Alors en Afrique, ce secteur, dans les dernières années, d'après les statistiques auxquelles j'ai pu avoir accès, connaît une certaine croissance rapide par rapport à d'autres secteurs, qui est estimée à peu près à 6%. Et dans le monde, cette industrie croît à peu près de 10%. Donc ça veut dire que c'est une industrie qui est vraiment en croissance par rapport à d'autres industries qui sont en quasi-stagnation. Et le problème en Afrique, c'est que dans certains pays, des jeunes arrivent, on arrive à avoir jusqu'à 60% des jeunes qui sont activement, des jeunes adultes, j'allais préciser, qui sont activement engagés dans les jeux du hasard. Ce qui semble quand même inquiétant, n'est-ce pas? Dans cette Afrique où nous pensons que l'avenir est le fer de lance de la nation, dans cette Afrique où nous voyons qu'il y a une grande population jeune, cette jeunesse même sur laquelle on compte pour pouvoir transformer cette Afrique. Alors, il y a quelques statistiques, je vais peut-être mentionner quelques grands pays, n'est-ce pas? L'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria. Parmi les grandes statistiques qui reviennent, j'ai eu accès à certaines sources, mais ça ne veut pas dire pour autant que dans les autres pays, les pays francophones notamment, ça ne veut pas dire que le phénomène n'est pas grandissant. On peut voir les paris sportifs, on peut voir vraiment comment ce phénomène prend de l'ampleur dans nos différents pays. Alors, maintenant que le téléphone portable est devenu vraiment, et c'est vulgarisé, maintenant qu'Internet aussi s'est vulgarisé, on assiste également à une croissance rapide. Il n'a jamais été aussi facile que maintenant de pouvoir jouer au jeu du hasard. On voit chaque jour en ligne nos chers amis influenceurs partager leurs codes pour pouvoir inciter davantage de personnes à jouer. Mais c'est important de comprendre réellement les dangers qui peuvent être liés à cela. C'est une industrie qui brasse beaucoup de milliards de dollars, c'est vrai, et qui augmente très rapidement tel qu'on l'a dit. Mais est-ce que c'est cette industrie-là qui va vraiment contribuer à transformer l'Afrique dans le sens où nous voulons? Alors, on va l'aborder en 3 points. Le premier point, c'est l'effet destructeur de ces jeux-là. C'est-à-dire quoi? C'est ce qu'on appelle l'illusion de la richesse facile. Quand on pense que parce qu'on aura gratté un ticket, parce qu'on aura fait un pari en ligne, parce qu'on aura tiré un ticket de loto, on peut passer du jour au lendemain à une situation de « je suis fauché » à une situation de « je suis multimillionnaire ». Ça fait rêver, n'est-ce pas? Alors, le problème, c'est la psychologie des joueurs. Il y a ce problème de psychologie-là. Il y a le fait que ce phénomène est accéléré, peut-être en Afrique, à mon avis, je me pose des questions. Est-ce que ce n'est pas aussi la poussée, le fait que nous soyons très portés à croire que du jour au lendemain, même si nous sommes croyants, Dieu peut changer notre vie comme ça simplement, par un coup de baguette magique. Chacun attend un peu son miracle. Donc, quand on commence à s'habituer, la psychologie qu'on installe petit à petit, comme on peut voir chez les joueurs, c'est d'attendre d'avoir leur miracle, c'est d'attendre aussi d'être des hommes providentiels, parce qu'on souhaite bien, on aime bien en Afrique voir des personnes qui sont des hommes providentiels, qui viennent changer la trajectoire d'une famille du tout au tout, en un clic, soit parce qu'on a joué, soit par d'autres facteurs, j'allais dire. Mais cette psychologie-là, nous sommes en train de créer une identité petit à petit, n'est-ce pas? Et ça attire davantage de personnes. On veut devenir ce miracle-là. On veut devenir cet homme providentiel qui va peut-être changer la destinée de sa famille.
Alors, les risques, c'est quoi? Il y a un gros risque de dépendance, n'est-ce pas? Parce qu'on commence à nourrir un espoir irrationnel de gagner. On n'a pas de bases vraiment claires qui nous disent qu'on va gagner. Et d'ailleurs, on le dit souvent à long terme, la somme des gains et des pertes est nulle, n'est-ce pas? Mais on a cet espoir qui n'est pas forcément rationnel, qui ne peut pas être démontré. On a cet espoir irrationnel de pouvoir gagner. Et comme on le dit chez nous, l'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas? L'appétit vient en mangeant, on commence à jouer tout doucement, on va de plus en plus, on joue une fois par semaine, on joue 2 fois, on multiplie les types de jeux et on installe petit à petit une certaine dépendance. Je vais vous parler de l'exemple quand je grandissais, on avait un voisin qui avait gagné à une course de chevaux, voilà, je ne vais pas faire de publicité, et quand on a annoncé le gain, ce soir-là, il a donné à boire à vraiment tout le quartier. Et il se trouve que le lendemain, quand il est allé prendre le ticket, malheureusement, pour cette fois-là, contrairement aux multiples millions qu'on avait l'habitude d'avoir, il n'avait eu que quelques centaines de mille. En réalité, il avait dû s'endetter promettant d'aller récupérer son gain et payer, et malheureusement, il s'est retrouvé endetté. Ce n'est pas un cas isolé. On a également eu plusieurs personnes autour de nous. Je connais l'histoire d'un pâtissier qui était très florissant, qui avait des enfants qui allaient à l'école. À la fin, à force de s'être mis dans le jeu, petit à petit, c'est devenu son activité principale. Il a laissé tomber son activité de pâtisserie. Il a déscolarisé les enfants petit à petit. Et en fait, ces jeux du hasard ont totalement déstructuré la famille. Ce sont des cas courants que vous pouvez voir autour de vous et c'est vraiment important. Prendre le contrôle, c'est important. Pourquoi? Il faut qu'on arrive à considérer l'éducation financière comme l'éducation tout court. Il est important qu'on prenne le temps de déconstruire ces croyances-là qui nous amènent à penser qu'on peut devenir riche aussi facilement. Il faut seulement aller voir dans la richesse ancestrale, la sagesse ancestrale africaine. On demande simplement de faire comme on voyait faire nos ancêtres, n'est-ce pas? On n'a jamais planté une graine de maïs et on est revenu le lendemain malgré l'engrais qu'on a mis pour récolter un épi de maïs. Cette sagesse ancestrale nous demande de faire les choses une étape à la fois. Il faut qu'on retourne aux sources. Et deux, si on veut aller plus loin, qu'on cherche des sources modernes d'éducation financière, comme cette chaîne par exemple que vous regardez, c'est une chaîne totalement gratuite que vous pouvez regarder et partager autour de vous. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, rapprochez-vous d'un mentor. Dans tous les cas, ne nous laissons pas engloutir par cette psychologie du gain facile et rapide. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le point sur l'impact sur nos finances personnelles et le bien-être globalement. Le premier point qu'on peut voir, n'est-ce pas? En Afrique, il y a souvent tellement d'attentes de la famille élargie et même de la communauté, j'allais dire, qu'on est amené à vouloir la richesse à tout prix. On veut être cette personne providentielle-là qui va être vue comme tout de suite, elle a changé le destin de toute la famille et on commence à nourrir cela. C'est un contexte particulier, n'est-ce pas? Quand on le fait, on va peut-être avoir le peu de ressources qu'on avait, au lieu de les consacrer à construire une véritable richesse petit à petit par l'escalier, on va vouloir prendre l'ascenseur par les jeux du hasard. Et malheureusement, cette réalité en Afrique, parce qu'on est conscient qu'on a une grande famille qui nous attend, on est conscient qu'on a une communauté qui nous attend, on veut chercher tous les moyens possibles pour avoir le plus vite et le plus facilement des revenus. Le deuxième point au niveau de l'impact sur nos finances, c'est le risque d'endettement. Et de même, j'allais dire de surendettement. De mon expérience et des statistiques auxquelles j'ai eu accès, toutes les addictions conduisent au surendettement et à la pauvreté. Toutes les addictions. Quand vous êtes addict, en fait, vous commencez à jouer une fois, petit à petit, vous devenez addict. Vous allez commencer à emprunter pour jouer. Il y a un phénomène qu'on appelle les dettes sur les jeux, n'est-ce pas? On commence à vous faire jouer même à crédit. Ça existe. Soit on vous fait jouer à crédit, soit vous allez emprunter des dettes pour pouvoir jouer. Et le danger, en fait, vous creusez petit à petit le trou en voulant sortir en fait de cette situation-là. Malheureusement, ça ne peut vous maintenir que à ce niveau-là. Le troisième point, en termes de finances personnelles et en termes de statistiques, c'est quoi? Eh bien, 33% des gagnants à la loterie, malheureusement, ont déclaré faillite dans les 5 ans qui ont suivi leur gain. Une personne sur 3 qui a gagné, dans les 5 ans qui ont suivi, malheureusement, a dû faire faillite. Alors, maintenant, c'est vrai que de manière globale, on a 1 sur 3 qui a fait faillite dans les 3 ans, mais pas seulement dans les jeux, on s'étend au-delà des jeux. 70% des personnes qui reçoivent un gain financier soudain, y compris les gagnants à la loterie, perdent cet argent en quelques années. 70%, c'est plus grave que ça. Ça veut dire que ça peut ne pas être les 2, 3, 4, 5 premières années, mais 70%, tôt ou tard, perdent tout ce qu'elles ont gagné, ces personnes-là. Donc, ça veut dire qu'on pense faire du bien à nos finances, mais malheureusement, on fait plutôt du mal. Et chez beaucoup de personnes, on a vu la baisse de leur niveau de bonheur et la santé mentale après avoir remporté un jackpot. Alors, ça veut dire quoi? Vous vivez normalement, vous vous sentez en bonne santé physique et mentale, vous gagnez et on se rend compte que chez la plupart des personnes, la santé physique et mentale et le bien-être
diminue plutôt, ce qui n'est pas un bon signe, n'est-ce pas? Ceux qui ont vraiment eu le jackpot. Et un des problèmes aussi qu'on a relevé chez plusieurs personnes, c'est la dégradation des relations. Pourquoi? Certaines personnes ont gagné normalement, c'est sorti à la télé, et donc les amis, les proches, la famille a nourri des attentes. Maintenant, à la fin, on se dit, mais toi, mon frère, tu as gagné des centaines de millions, et moi, tu peux pas me donner quelques millions? C'est un problème. Donc, au lieu de construire des relations, ce phénomène a plutôt détruit des relations parce que les gens avaient des attentes irréalistes, surtout en matière d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir ailleurs? Qu'est-ce qu'on a pu voir ici chez ceux qui ont pu s'en sortir? La première chose, c'est d'être capable d'en parler. Quand on est peut-être addict, quand on est pris dans cet étau-là, il faut en parler. Il n'y a pas de honte à en parler. Il faut en parler à un ami proche. Il faut en parler à un mentor. Il faut en parler peut-être même au cadre institutionnel, à des personnes dans les affaires sociales. Il faut voir un psychologue quand c'est nécessaire. Certaines dépressions ont commencé par des addictions, le surendettement, tout s'est enclenché. On n'a pas choisi d'en parler et malheureusement, il était trop tard. La deuxième solution que je ne recommande pas, mais que je dis à ceux qui, par exemple, sont déjà dans le jeu, ont déjà gagné. Ce qu'on a vu ailleurs, par exemple, ceux qui ont gagné et qui ont refusé de prendre leur lot en une seule fois, qui ont choisi qu'on leur mette ça en une rente annuelle, ont été en meilleure situation financière. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a gagné 100, 200, 300 millions, il dit je refuse de prendre ce jackpot-là, payez-moi cela en 50 millions, en 30 millions, en 10 millions, je ne sais pas, un certain montant chaque année. Parce que chaque fois, on sait que quand on reçoit, notre comportement va changer alors qu'on n'est pas préparé à recevoir ce montant-là. Donc, en ayant abordé les deux points qui impactent énormément, on va quand même proposer des alternatives, n'est-ce pas? Si on ne joue pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le premier point en termes d'alternative à la loterie, c'est quoi? C'est les opportunités d'investissement. Vous avez la chance d'être vivant, vous avez la chance d'être en Afrique maintenant. En Afrique, tout est à faire et c'est maintenant. Mais pour pouvoir prendre avantage de ces opportunités en Afrique, il faut se former, il faut s'informer et il faut aller progressivement. C'est vraiment important. Comment faire partie des Africains qui cessent d'être des victimes, d'être de grands consommateurs pour devenir vraiment des acteurs de la transformation de l'Afrique? Il y a beaucoup d'opportunités de transformation dans l'agro-industrie, dans les technologies, dans la fourniture du capital à ces différents entrepreneurs qui veulent aussi travailler mais qui n'ont pas l'accès au financement parce qu'il n'y a pas un système financier toujours suffisamment efficient. De toute façon, il y a des choses à faire en Afrique. Deuxième point par rapport à cela, il faut intégrer des réseaux de soutien financier. Soit vous créez un réseau, soit vous intégrez un réseau, que ce soit des réseaux traditionnels ou des réseaux modernes. En Afrique, nous sommes habitués à des tontines. Qu'on vive en Afrique ou que nous soyons de la diaspora africaine, on doit être capable d'intégrer des réseaux de soutien. Non seulement on partage des idées, mais on partage aussi la capacité à s'auto-contrôler, à s'auto-motiver, à épargner. Ça, c'est très important dans ces groupes, ces réseaux de soutien-là. On a des tontines. C'est historique chez l'Africain. Donc, nous, on doit être capable de dire, voici ce que nous amenons, voici ce qui va apporter des solutions par rapport à, au lieu d'aller chercher, attendre un gain qui est voilà, hypothétique, mettons de côté un tout petit peu chaque jour pour nourrir en fait l'investissement. Et mettons-nous ensemble, apprenons les uns des autres. Le troisième point que je voulais mentionner là-dessus en termes d'alternatives, c'est de se projeter, n'est-ce pas? Je vois de grands Africains, nous les grands Africains, on mène d'excellentes carrières, mais très souvent, voici là où on mène notre vie, voilà là où on gère nos investissements. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous savez bien faire? Comment est-ce qu'on peut, nous, aligner en fait et orienter notre énergie et nos finances vers un projet plus ambitieux qu'on peut aligner à notre projet de vie, n'est-ce pas? Il y a d'énormes opportunités. On peut aligner un projet de vie et bâtir notre vie autour de cela. Pas seulement rester dans une carrière et commencer à investir de l'autre côté. À court terme, à moyen terme, à long terme, à la retraite, qu'est-ce que nous souhaitons faire? Qu'est-ce que nous aimons faire? Et comment est-ce qu'on peut aligner cela avec notre vie? Au lieu de gaspiller nos petits efforts de chaque jour, on pourrait les concentrer, les aligner à un objectif beaucoup plus ambitieux. En conclusion, avant de partir, j'aimerais rappeler juste on peut synthétiser en 3 points globalement les recommandations. Première chose, il faut qu'on arrive à prendre une décision financière réfléchie. Il est vraiment important de réfléchir et surtout de se projeter à long terme dans les décisions financières que nous voulons prendre. La deuxième question que je vais vous poser, c'est bon de faire une évaluation personnelle, n'est-ce pas? Parfois, on peut être tenté, parfois on a ce gène du jeu en nous sans le savoir. Où est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que votre identité s'assimile à l'identité de quelqu'un qui joue? Est-ce que vous pensez que l'identité de quelqu'un qui joue peut vous conduire à construire la richesse que vous voulez pour vous et votre famille? Le troisième élément, c'est au lieu d'être du côté passif, nous allons aller du côté actif. Il faut qu'on soit capable de créer notre propre fortune, plutôt que de compter sur la chance. Ne serait-il pas vraiment plus sage de bâtir notre avenir financier sur des bases solides et réfléchies pour une Afrique prospère sur la durée, pas pour une Afrique prospère à court terme,
pas pour une Afrique prospère où chacun regarde juste ce qu'il peut faire dans les 3, 4, 5 prochains mois. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour apporter ma pierre à l'édifice dans 5, 10, 15, 20, 30 ans? Voilà ce que nous attendons réellement. Dites-nous en commentaire quelle est l'expérience que vous avez, que ce soit votre expérience personnelle ou celle de vos proches en matière de jeux du hasard. Est-ce que ces jeux-là vous ont servi? Est-ce que ces jeux-là ont plutôt desservi? Merci d'avoir passé du temps avec nous. N'hésitez pas à partager et dites-nous en commentaire, comme je l'ai dit, nous nous verrons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus en ligne.